begin again, and I'm very happy to welcome Sven Dupré. Sven, how would I do? It could take 20 minutes if I introduce how important it is that you are here, and so I will be shorter. Sven is currently at the University of Utrecht, director of the Research Institute for History and Art History, and professor of History of Art, Science and Technology. And that says already a lot about what he does and what we would like to do here with him. Before that, and that's how, not how we met, but how I heard of you, he was at the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin with a research group called Art and Knowledge and Pre-Modern Object, and it has been an important place of encounters, let's say, and very, very productive. So we were aware at the time about what was happening in Berlin with you, and it was Max Planck Institute and Freie Universität. You've been in a series of other places, but not for today. A project you've been recently leading as a PI is called Technique in the Arts, Concepts, Practices, Expertise, 1500-1950. Another project, I mean a larger project with other people, that's what I mean by larger projects, is on the history of glass, and that's about this that you will speak today, a collaboration with RKD, we say Netherlands Institute for Art History, the Corning Museum of Glass in upstate New York, and the Glasmuseum Hendrich Düsseldorf, which are important partners for glass. Publications, I won't name all the books, but a recent one, 22, co-edited, is Histories of Conservation and Art History in Modern Europe. And of course, it is something which is important for us also in the museum, the material history of the conservation with the chemist and the physicist and the connections to art history. I think that's part of what people call the material turn in art history. Means that we begin now at the atomic level, actually, when we do art history or social history. Several books on color, cultural history on color of the Renaissance, a book on black, another on gems, a book which title is Reconstruction, Replication and Reenactment in the Humanities and Social Sciences, and that's of course an important topic for us, reenactment. And there was 2014 an important project which was already with the Glasmuseum Hendrich, I think, on alchemy, with an exhibition catalogue, Art and Alchemy, the Mystery of Transformation, and going along with that was a collective volume, Laboratories of Art, Alchemy and Art Technology from Antiquity to the 18th Century. It has to be enough. So you're between art history and the history of science and reconstructions and glass, and that's already your title, more or less. Please. Thank you very much for the generous introduction. Thank you also to all the organizers for inviting me. It's been a pleasure here. I hope some of what I do will speak to some of the museum concerns also that are really on the agenda here today and the next days. Glass technology, which is indeed sort of the project and the material that I work on at this point and have been working on for a few years now, is currently facing considerable sustainability issues, and those sustainability issues have a double origin. There's on the one hand, there's the high temperatures necessary to heat up glass furnaces require enormous amounts of energy, which leads to these high gas bills, also threatening at this point really the existence of the Murano glass industry, for example. And second, there's also the issue of raw materials to produce transparent glass. And the Dutch art and design collective Atelier NL turns different types of sand sent to them from across the globe
into variously colored glasses to raise awareness of the fact that we are running out of sources of silica for making clear and transparent glass. Studio Pepe develops sustainable manufacturing methods for glass using waste materials, such as glass made from wood ashes from pizzerias, seashells, quartz. And Lulu Harrison makes glass artifacts from working with waste and local materials sourced in and around the River Thames. So in the talk, I will argue that by shifting our attention to the materials of which historical scientific instruments were made, we can and perhaps should develop narratives resonating with the current environmental crisis. And I will do this by focusing on scientific instruments made of glass. That's the example that I will use. So Galileo's telescope is an iconic scientific instrument, as I'm sure this audience knows. Telescopic discoveries published in Sidereus Nuncius are arguably among the most famous episodes in the history of science. Yeah, the material of which Galileo's telescope lenses were made has remained remarkably invisible to historians of science, I would say to most of them. So sorry, Marco, for that. George, yeah. Now, to see this optical glass and the materials and knowledge invested in its production, we need to turn our attention from this epoch-making book to, in fact, something that we discovered with Giorgio a long time ago in a project, to the astronomer's shopping list that you see there. In the autumn of 1609, Galileo jotted down on the back of a letter a list of items that he wished to buy on a shopping trip to Venice. This list includes soap, oranges, sugar and spices, raisins, rice, slippers, a small hat for his son Vincenzo, as well as more technical items such as German ground glass, pieces of mirror and Tripoli, and an address where these things might be found, the mirror maker's shop at the sign of the king. Now clearly Galileo hoped to equip his optical workshop with the materials, substances, tools and abrasives he needed to improve his telescope lenses. And Venice was the ideal place to buy such things, and the nearby island of Murano was home to the world's center of luxury glass production, and Venetian mirrors made of Cristallo glass were widely acclaimed as the best. Now Galileo's shopping list reveals his knowledge of the quality of glass materials and the way in which these mirrors were manufactured. Glass made according to the German method, which produced flat sheets by cutting and reheating a cylinder of glass, was preferable to glass made by the crown method, which resulted in much less even, irregular pieces. Galileo ground his lenses starting with pieces of flat mirror glass, and then he polished them to perfection using tools and materials that he adopted from mirror makers. Now, in the early modern period, the better clarity and transparency of Venetian-style glass became essential for fabricating telescopes, but also for use in alchemical laboratories. Scientific instrumentation or scientific examination of the glassware from Oberstockstahl, one of the most well-preserved alchemical laboratories from the period in Austria, shows that from the 16th century, alchemists used Cristallo glass in their laboratories as it allowed them to observe the colorful transformations inside transparent glass vessels, on which so much of their understanding of the material world was based. The higher clarity and transparency of Venetian glass allowed visual penetration without obstruction or tinting to observe visual effects. Now, yet, while these scientific instruments play a prominent role in the history of science, the key material of which they were made should receive more attention, as I've said. And here I will look into the supply chain on which the production of Cristallo glass depended, as well as the material knowledge and environmental expertise that went into its production. Glass production was shaped by processes of appropriating natural resources, both the raw materials and the energy and fuel for the furnaces. Glass production was linked to several issues related to the management of nature and resources, colonial and environmental politics, and ideas regarding scarcity and sustainability. The transparent Cristallo glass of which Galileo's telescope lens was made depended on intra-regional supply chains and the sourcing of materials of a particular provenance, which made its production more vulnerable compared to other more common glass that depended on locally sourced materials.
We've been living since the 19th century in an environment of mass transparency, yet transparent glass has not always been ubiquitous. Window glass was first adopted in churches and cathedrals from around 1000, and larger clear glass window panes only arrived in houses owned by burghers from the 17th century. Transparency was made possible by the development of new glass technologies in the late medieval and early modern periods. Glass reliquaries and rock crystal flasks were among the most prized objects that Christian pilgrims brought back from the Holy Land. Their use by European Christians in a religious context that in fact emphasized display caused their tactile sensation to be lost, and the material came to be appreciated primarily for its transparency. Now, this traffic in reliquaries then shaped the way the Venetians harnessed raw materials and techniques imported from the Levant to make their city into a center of glass making. From the 14th century onward, the Venetians succeeded in making transparent glass named Cristallo because it was as transparent as rock crystal. Yet the specialty glass the Venetians exported participated in much larger and more substantial flows of glass objects that facilitated the spread of Venetian glass-making knowledge to other centers of luxury Cristallo glass production, and were themselves embedded within global colonial flows of trade. In Antwerp, for instance, Cristallo glass was produced by the Portuguese merchant banker Emmanuel Ximenez, who collected enslaved people in Angola, shipped them to Brazil, returned to Europe with sugar and Brazilwood, and then delivered Venetian-style glass, as well as colorful glass beads, to Angola on the Atlantic coast of Africa, where the Ximenez family held a trade monopoly. Similarly, Louis XIV offered diplomatic gifts of glass to Siamese ambassadors, whom he received in the new Hall of Mirrors at Versailles, in hopes of obtaining access to Siamese tin, itself a crucial material for the production of mirrors and many other products. The Siamese began to decorate their own courts with Saint-Gobain mirrors, and Louis XIV got his tin. Now, despite its material fragility then, glass has proven remarkably resilient given the variety of meanings that it has acquired for different audiences and contexts. Yet, while scholars have widely noted the circulation of glass objects, it is equally important to observe that the production of Venetian-style glass also depended on shifts in the supply chains of resources required to make it. The material substances used for Venetian glass production are described in L'Arte Vetraria, the first printed book on the art of glass, written by Antonio Neri, who experienced Venetian glass making, not in Venice, but at the Medici court in Florence, and as a guest in the house of Emmanuel Ximenez, we just mentioned in Antwerp. The book was translated into several languages and issued in editions with additional notes and commentary by Christopher Merritt and Johannes Kunkel, and it remained the most important written source on the art of glass in the 17th century. The manufactured product it describes was a colorless Cristallo glass that then could be colored by adding pigments. And by looking at the four components that Neri identifies as required to make this glass, we can see how it depended on intra-regional supply chains and the sourcing of materials such as sand and manganese of a given provenance. And the most important substance for the production of Cristallo glass is sand, which artisans in Venice sourced from the Ticino River. And the reason for that was purity. Sand was typically contaminated with metals which tint the glass. And so in principle you can make glass of any type of sand, but then depending upon the presence of metallic contaminants, it will turn out to have different colors. And the most important enemy, so to speak, of 17th century Venetian glassmaker was iron, which would tint the glass sort of greenish. And so glass workers in Venice preferred sand from the Ticino River because it was relatively free of iron and of these metallic contaminants, and this they could avoid giving the glass accidentally a sort of greenish tint. Second component is soda, which sort of functions as a flux. Sand only melts at temperatures of about 1750 degrees Celsius, which was really too high for early modern furnaces. And then to lower that melting point, you add a flux. Now, for Venetian style glass, the source of soda was coastal plant ashes. So
They were not locally sourced, but as a major trading center, Venice was able to import them from the Levant. And nearest time, in fact, the Venetian glass workshop used the ashes of the Barilla plant, which you see pictured there, found on the coast of Sicily and Spain. Now, the use of plant ashes was a major difference that really set Venetian-style glass apart from Bohemian glass. Bohemian glass, which was known as Wald glass, so wood glass, literally, which was produced in glass workshops, which were often mobile in the Bohemian woods. The ashes of burned local trees were used, typically resulting in glass with a greenish tint. And so, concerned with the purity of its materials, Neri advises the use of dry hardwood, preferably oak, for heating the furnaces, to avoid contaminating the open pots of glass in the furnace with smoke or ashes from the fire. Then the final component of Venetian Cristallo, which set it apart really from all other types of glass, was manganese. Manganese, which was mined all over Italy, but Neri cautioned that he only wanted manganese, or that the Venetian glassmakers only wanted manganese from the Piedmont, not from Tuscany, for example. And here, as in the case of the sand, Neri emphasizes the importance of the sourcing of materials of a particular provenance. Manganese gives the glass a violet tint, neutralizing this greenish tint caused by the contamination with iron. And the result was then indeed this sort of typical Venetian colorless glass that was as clear as rock crystal. So in sum, compared to the much more widely available and less transparent Bohemian Wald glass, which depended on local resources such as the wood that provided glassmakers with both ashes for their mixtures and fuel for their furnaces, Venetian-style glass depended on intra-regional supply chains and the sourcing of materials of a particular provenance. And this dependence made Cristallo glass more vulnerable to scarcity. The wood needed as energy added to that vulnerability. Venice was dependent on the mainland for its supplies of wood, and therefore it was also vulnerable to scarcity. With the growth of its manufacturing industry, such as glassmaking, Venice's requirements for firewood steadily increased beginning in the 15th century and continued to grow well into the 18th century. In 1531, a dearth of firewood was reported as making the work of glassmakers and other artisans, such as dyers, impossible. And in following a strategy of large-scale forest conservation instead of colonial exploitation, Venice was unique in Europe, though we do find comparable approaches in, for example, Tokugawa, Japan. Yet fears regarding scarcity of wood were widespread throughout the early modern period, supported, for example, by the myth expressed in the first decades of the 17th century in England, that there have been many more woods in the recent past, and that their depletion was in part due to the growth of the glass industry. The perception of accelerating scarcity fed into debates about woodlands in England and the passing of legislation to manage and regulate the supply of wood. And against this background, the Virginia Company established Jamestown in the hope of launching large-scale production of glass and escaping the restrictive forestry legislation in England. Now, the establishment of a glass industry in colonial Jamestown went hand in hand with experiments in substituting locally available materials in glassmaking. Such experimentation was typically associated with the physical translation of glassmaking knowledge. In his translation of Neri's L'Arta Vetraria, prompted by his concern with developing a domestic industry, Marett displayed an acute interest in locally available natural resources useful for coloring glass. To support his translation of glassmaking knowledge, he assembled a collection of vitreous materials used for multisensorial investigation. The collection consisted of shards of glass, much like the broken pieces of mirror glass from which Galileo's telescope lenses were made, which built on the age-old tradition of recycling colored, as well as other materials such as pot ash and sand. In short, sort of waste, failed intermediate materials and objects, otherwise lost or rendered invisible by early modern recycling economies. And this practice of reuse and recycling, you see one example there from a much earlier period,
So this practice of reuse and recycling was really at odds with the emphasis on the sourcing of raw materials of a given prominence in Neri's branding of Venetian-style glass. The dependence of telescope lenses and alchemical laboratory equipment on Venetian-style transparent glass marked a shift away from the use and reuse of household glass for scientific purposes. Yeah, in the early 19th century, scientists returned to the use of home-blown glass. Katherine Jackson has shown that in this period, chemists began using glass in distinctly new ways, and that their appropriation of glass-blowing skill had profoundly important effects on the emerging discipline of chemistry. This new practice of chemistry in glass, what Jackson calls the glassware revolution, transformed not merely the material culture of chemistry, but also, as she argues, its geography and pedagogy. Central to this new practice of chemistry was the glass tube. Chemists such as Michael Faraday advocated the use of small pieces of home-blown glassware, which enabled a greater number and variety of people to participate in the science of chemistry, and even to challenge chemists working in Paris, the metropolitan center of chemistry in the early 19th century, as I'm sure we will hear more tomorrow. And this is, of course, Paris is where they had access to expensive equipment and specialized instrument dealers. So not until the advent of scientific experimentation driven by epistemic values of precision and purity in the second half of the 19th century did the interaction between glass containers and substances in the laboratory come to be recognized and identified as a source of error, initiating a movement towards standardizing the material used for glass and developing more specialized glass for scientific purposes. Around 1880, the best glassware was needed in the laboratory and was no longer found in the household. One response was the development of specialty glassware for the laboratory in the 1880s by the Jena-based chemist and entrepreneur Otto Schott. So this was Schott's famous borosilicate glass, which would dominate the global market for decades to come. And it too was highly dependent on global supply chains, given that borax was a key ingredient determining its quality and that borax was not locally available in Jena. The interruption of the flow of borax to Jena in the First World War marked the end of Schott's global market dominance. In 1915, Corning Glass Works in upstate New York presented its own borosilicate glass, branded as Pyrex, which soon became ubiquitous, even more in home kitchens than in scientific laboratories. And so after the end of the war, in response, the Schott company then adapted its specialty glass and collaborated with Bauhaus and Werkbund designers to develop kitchen glassware. So following the shift away from the use of household and home-blown glass in the laboratory in the 1880s, then the borosilicate glassware specifically developed for the laboratory flowed back to the household in the 1920s, turning the kitchen into a sort of laboratory of the home. Now, let me briefly conclude. So in a longue durée perspective, scientific glassware moved back and forth between the kitchen and the laboratory, and between a dependence on processing locally sourced materials and reusing household items, and a reliance on intra-regional supply chains of specialty materials, such as barilla plant ashes in the 16th and 17th centuries, and borax in the 19th and 20th centuries. Now, while the 19th century glassware revolution looks like a continuation of pre-modern and early modern recycling economies, the requirements of standardization later in the same century led to the production of chemically durable glass that was as different from kitchen glassware as transparent Venetian-style cristallo was from ordinary household glass in the early modern period. So Galileo's telescope depended on highly specialized glass, the production of which was vulnerable to scarcities of the material and energy delivered by intra-regional supply chains. Shifting our attention to the glass used to make scientific instruments and to the supply chain on which its production relied allows us to see that glass, in fact, covers a variety of materials, and that the very nature of glass depends on the material knowledge and environmental expertise invested in its manufacture.
Now, I think this is just one example illustrating how scientific instruments and more generally acts of making and maintaining things dependent upon practical knowledge, environmental expertise, how conservation and care relied and continue to rely upon practices of recycling, reuse, and repair, and how acts of making and conservation of art are embedded in practice of conservation of nature. Now, I think that these are really narratives about scientific instrument making, which I would argue, which museums should be telling as part of their reimagining their roles as addressing the environmental crisis. Thank you. Thank you, Sven. And so now we know much more about the, yes, cuisine is something chemical, and any cook will, yeah. In many different ways. In many different ways, and that's something, chemical cuisine, or it does exist, yeah. And also the kitchen as laboratory, not only for the glass, but as a design. In the history of design, it is an important moment, and this back and forth about things you can eat and drink and things you play with in the laboratory has a long history. And yes, thank you very much for this perspective. There is one point I was thinking. You showed this distillation column. That's not household. No. No. Well. Not the one that I've shown is not a household. So it means that someone, an alchemist, came and asked for something specific. Yeah. So I think what I've shown, what we're referring to, is the distillation column. I think from the Oberstock style sort of laboratory, so not archaeological. So what was quite surprising, and this is not Marcos Martin Torres and Umberto Veronesi, who basically worked on this quite extensively and also published on it. And so the surprising thing is what they find is that this is a laboratory in present day sort of from Austria, but it still uses not all, but for specific purposes. It seems to be using sort of Venetian style Cristallo glass. There's lots and lots of sort of other sort of more common glass made probably in the Bohemian woods, which is right on their doorstep. For all sorts of purposes, but it seems to be that for particular processes, in alchemy, you really need Venetian style glass. And the reason for that is that you do not have sort of, tinting, right? You can actually see the color and you see the transformation of the color in the distillation. And so that's very high specialty glass. And that was something that was really new on the basis of those archaeological finds, and something relatively unexpected, I would say. I have a question which I have with me since a long time and didn't got the answer really, and connect somehow, and that's uroscopy. So uroscopy. Okay. When you look through the glass at urine, and it's an old gesture. There is an iconography of that. The gesture or the text and the images are actually older than Cristallo glass, but it has this very phenomenon of looking through. And I don't know what kind of glass was used. It's sure that Cristallo glass must have been very welcome at some moment. And then there's another point which also connects with what you have said. And sorry for those who didn't know yet, but the connection between uroscopy and oenology, the act of looking at wine, and that's 14th century, and it comes from medicine, and it also needs transparent glass. So it's a very strong connection, actually. The new habit at looking at the color of the wine comes from medicine and comes actually from what we can call a scientific instrument. But I miss a good history of the glass for uroscopy. Okay. I'm sorry, I do not have a history of the glass for uroscopy. I think, and there's by the way, there's another context in which there's lots of sort of looking at flasks and the color of what is in there, and this has to do with painters, and painting oil, so oil painting. So they would actually look at the the oil substrates of what they do, and so you have a whole iconography of actually looking at oils and varnishes in these flasks. Of course, there, as much as would be useful for wine,
for oils, etc. Also for urine, it's of course, you know, the color is important. So you would expect, in principle, that that Phoenician crystalline glass would be very welcome. I think it's just very hard to show in these particular contexts whether that was indeed something that was used, and whether this was not something that was sort of locally produced, because it's a very widespread practice, as you know. So it's much more difficult to show. That would have been welcome, absolutely. Also have these sort of color charts of the 17th century, which, according to you know, historians like Sashi Sukawa, etc., seem actually sort of also related to what physicians at the time did, looking at, you know, in the context of uroscopy, so that there is a sort of, you know, need for this would be great. Whether you can actually show that they actually made use of crystalline glass is something quite different. Yeah, I think you really need to see it in that, if you're talking about the 16th, 17th century, as a highly specialized material. Yeah. Mm-hmm. Any questions, Jean-François? Thanks, Sven. It's a great paper as usual. So the case you make is fantastic, and it's really focusing on the materiality of objects. This is something that we need to do more. I'm wondering about, because everything that you showcased here, so you find information from books or different aspects. Can you retrace this trajectory of a glass object from the object itself? For instance, tomorrow we're going to see with Marco, we're going to see the Lavoisier collection. If you look at all the glassware from Lavoisier, is it possible to take one of that glassware and make the case saying that the sand comes from here, the manganese come from here, so how do you do that with, and from a glassware from the 18th century or the 16th century, or how do you make that case? Is there the conservation, because in your TED you also talk about conservation, are there techniques in the conservation lab to tell us where those different materiality of the glass comes from? Mm-hmm. If you have brass, you can do some XRF, for instance, and you can tell that the copper comes from this region in Germany from about this time period. If you have enough data to compare those things, can you do the same with glass? Is it possible to retrace that old trajectory from the glassware? Yeah, so perhaps Marco also knows, can chip in. So it's possible to some extent, but not great. So there's now somebody at the Rijksmuseum, Guus Verhaar, who actually starts to develop, you know, techniques that might go into that direction. On the other hand, so there have been, for example, extensive sort of testing of Phoenician style glasses in Antwerp, made in the 16th century. So the lab at that time, Koen Janssens and others who did it, were basically unable to tell, even on the basis of the composition, whether this was a Venetian style glass made in Antwerp or whether it was originally coming from, you know, from Venice and then shipped to that. And so, and also because there is this whole sort of history behind it of sort of recycling, right? So there's this concept which is ubiquitous, yeah. So for a long time, especially archaeologists assumed, because there's lots of work in archaeology which is based on the objects, not only on the written stuff. So archaeologists assumed that recycling was something that was sort of relatively rare, yeah, because it would affect the quality of the glass, etc. So what if they found out is that you have this enormous sort of lineage, and that's basically everywhere, glass recycling. That of course adds to the enormous problem of saying anything about the provenance. So I do think that, you know, with all the fantastic stuff that can be done in conservation laboratories at this point, is that we will still need to rely also on the written source material, and on actually some of the, because you mentioned in the introduction, some of sort of the more reconstructive and reenactive work that we have been doing here, which, for example, really for us also brought out what the enormous importance is of wood, of pyrotechnical skill, and also of what sort of woods and what sort of furnaces you actually use, which would have been completely invisible just by looking at the written source or the object. Yeah. Can I just add to that? I saw sometimes in
conferences that there are research projects about that, like the provenance of the materials and so on. But it's two bubbles. They don't communicate very much with us. So it's it's very difficult to bring those people together. They're mostly conservation people, strictly saying, the strictly sense, and material engineers and stuff like that. So they work a lot together, materials and, but they need to, and we also need to reach out to them, I think, because there's a lot of stuff coming up about provenance, because the technology has evolved incredibly, mass spectrometry, spectrometry and stuff like that. So they can find out incredible things about objects today, which we don't know, I would say in general, and so don't put for profit in our collections. But I think that's a really important point, is that there is sort of lots of sort of translation work to be done between these different communities. So because we seem to be speaking different languages to some extent. But it's also interesting the recycling part that you were mentioning. So Simon Werer, with this thrifty science that you talk about the kitchen and those kind of things. So this is where it comes from. Also, a lot of the science is just recycling, just kitchenware to do some experiments and those kind of things. So that aspect, it's interesting to see how we are shifting our gaze towards something that we never looked at before. 20, 30 years ago, we were not thinking about looking at recycling, whereas now today in our contemporary world, we have to think about that sustainability, all those kind of issues. Yes. That you have to think about that, and when you start studying the past, you see that they have the same concerns, they have the same thing. So that's anyway. I see that time is running, and thank you, Sven. And it's an important point. I've learned that the science of materials is quite complex, but the science of old materials and what happened and how they transformed is even more complex. So that's a point for archaeological materials, and it's really a topic, an important topic of research in the laboratory we have here, the C2RMF. And we take that with us, and I would like to welcome Marco Storni, who is currently, je peux faire en français. Oui. Il est, mais c'est écrit, il est boursier postdoctoral à l'Université de Bruxelles depuis cette année 2023 avec un projet sur Newton. Auparavant, ces dernières années, il était à Neuchâtel, c'est un projet neuchâtelois qui est présenté aujourd'hui sur mesure du temps, chimie et cuisine. On y était, formalisation des pratiques au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc pas les objets, mais la mesure du temps. Et donc ce sera le sujet pour tout de suite. Avant ça, il a été à Venise, à Gotha, une thèse à l'Université de Bologne et à l'École normale supérieure à Paris sur Maupertuis. Et puis un livre qui est paru en 2022, Maupertuis, le philosophe, l'académicien, le polémiste. Plusieurs articles sur Maupertuis, sur Denis Papin, sur Yves Simonin et sur Lavoisier. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler demain. Et l'article sur Lavoisier, Clocks and Timekeeping in Lavoisier's Experiment on Animal Respiration, il est dans le livre Material Histories of Time, qui est coédité par Susanne et par Gian-Enrico Bernasconi. Voilà. Alors je fais toute l'histoire. Ouais. Gian-Enrico, qui n'a pas pu venir, malheureusement, on l'avait invité, il était empêché. Donc Marco Storni et Gian-Enrico Bernasconi développent ce projet sur les sabliers, dont il va être question tout de suite ensemble. Donc ça ne se voit pas, mais c'est une conférence à deux voix. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, merci. Je récupère pour changer de slide. Ah oui, pardon. Est-ce que j'ai le droit de rester debout ou... Ok. Non, ok. Bah, merci beaucoup Philippe pour cette introduction et à vous d'être là. Je commence tout de suite parce que voilà, les talks est relativement long, mais j'ai peur de dépasser les 20 minutes, par un constat, disons, historiographique à partir duquel Gian-Enrico et moi nous sommes interrogés pour préparer ces projets.
Donc, on a constaté que dans les études qui sont très nombreuses, qui existent sur l'histoire de la mesure du temps, notamment au Moyen-Âge, à l'époque moderne, on se concentre sur les horloges mécaniques. Et il y a un certain regain d'intérêt ces dernières années, en tout cas dans les dernières décennies, pour les instruments alternatifs aux horloges mécaniques, par exemple les cadrans solaires, mais aussi et surtout les sabliers. Alors là, je mentionne quelques études plus anciennes, plus contemporaines sur les sabliers. Qu'est-ce qu'on apprend de ces études? Plusieurs choses, mais un point qui nous a frappé, qui nous a intéressé avec Gianerico, c'est que les sabliers, dans les sources écrites, dans les archives, ils apparaissent en intermittence, et surtout dans la littérature, notamment dans la littérature technique horlogère, déjà au XVIIIe, pensons à Berthoud ou d'autres horlogers célèbres, les sabliers sont souvent vus et présentés comme les résidus d'une technique ancienne et dépassée notamment par l'horloge mécanique. Et pourtant, les collections, d'où l'intérêt d'en parler ici, témoignent d'une diffusion large des sabliers et, comment dire, assez continuée au niveau historique. Et là, on mentionne plusieurs collections qu'on a explorées de manière préliminaire, puis je vais raconter... On ira tout à l'heure dans la collection de Nicolas voilà, Landau à 14h. Donc, et en fait, je vous l'expliquerai tout de suite, mais donc c'est vraiment une exploration préliminaire, mais voilà, il manque en gros des collections italiennes qu'on voudrait aussi ajouter à notre liste, mais voilà, c'est à voir. Et si vous avez des suggestions, bien sûr, on est preneur. Et ici, on a mis quelques images de sabliers juste pour montrer qu'il y a une variété de formes assez considérable. Donc, si il faut déconstruire, si jamais l'image du sablier comme un objet simple et, comment dire, toujours égal à soi-même, non, il y a une variété assez considérable. Et je vais rentrer par la suite dans les différentes composantes d'un sablier et les différentes formes que les sabliers peuvent avoir. Quel est le point de faire une recherche, de lancer une recherche sur les sabliers? Notre espoir, notre idée, notre suggestion peut-être, c'est que l'étude des sabliers puisse contribuer au moins en partie à renouveler l'histoire des cultures de la mesure du temps, dont je parlais tout à l'heure. L'historiographie, celle qui vise beaucoup sur les horloges mécaniques, s'est concentrée surtout sur l'essor d'une conscience du temps. On parle de time awareness à l'époque moderne, dans les sociétés modernes. Dans la mesure où la diffusion d'horloges mécaniques et l'usage d'horloges et montres mécaniques permet de savoir l'heure qu'il est, donc permet à la société, aux gens de se mettre à l'heure et à la société de se temporaliser, de se mettre à l'heure. Les sabliers échappent à ce type de récit, à ce cadre interprétatif, parce que le sablier ne permet jamais de savoir quelle heure il est. Non, la question ne peut jamais être répondue par un sablier, mais il permet juste de mesurer une durée déterminée entre un point A et un point B. Donc, comme je le disais à propos des collections, mais il faut aussi remarquer que la première notice qu'on a dans des sources écrites d'un sablier, ça date du milieu du XIVe siècle, donc c'est un instrument moderne et contemporain à la montre mécanique. Alors, on pourrait se demander quel est le sens de la diffusion et de l'usage des sabliers à l'époque moderne. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des sabliers? Pourquoi est-ce que le sablier est là alors qu'il y a des horloges mécaniques et des montres mécaniques? Ça sort un peu du récit classique. Et l'hypothèse qu'on aimerait avancer, qu'on aimerait parcourir, est que la mesure de durée que les sabliers, entre autres, rendent possible, serait une forme de quantification des processus, notamment les procédés techniques et scientifiques, mais pas que, comme on le verra, qui favorise la codification des pratiques. Là, on revient au projet Neuchâtelois sur la codification des savoirs pratiques. En fait, c'est dans la méconnaissance, en tout cas, les snobismes envers cet aspect secondaire de la culture temporelle moderne est déjà mentionné dans les sources historiques, qui ne parlent pas juste du temps social, de la time awareness, de la conscience du temps, mais aussi d'une autre facette de la mesure du temps. Et je lis juste cet extrait tiré d'un texte d'Antide Janvier, qui est un horloger, qui reprend les désétrennes chronométriques de Pierre Leroy, un autre horloger. Et Janvier écrit « L'horloge la plus grossière, accompagnée d'un timbre, ne cesse du haut du beffroi qui la porte, d'adresser la parole à tout un peuple et de réitérer dans des espaces égaux les avis qu'on en attend. Elle se fait entendre pendant les jours entiers, elle veille et parle d'un bout de la nuit à l'autre, à chaque particulier dans les intervalles de son sommeil. Elle donne les premiers signaux de la prière, fait ouvrir les portes des villes, convoque les assemblées, annonce tous les travaux à mesure qu'ils se succèdent. Elle est enfin la règle de la société. Ces secours que nous recevons de la mesure du temps ne sont pas ignorés des personnes, mais tout le monde ne connaît pas également ces usages de la mesure du temps dans les sciences positives ou d'expérience. C'est ce qui m'a engagé à les rapporter ici. Donc, on voit cette duplicité.
Et donc, l'idée, c'est que, je le répète de manière plus synthétique, que l'étude du sablier pourrait permettre de poser la question d'une histoire des durées, et pas seulement de la conscience du temps. Et les horloges mécaniques, éventuellement, ne sont pas exclues de cette histoire. C'est juste que notre intérêt primaire s'adresse au sablier. Qu'est-ce que c'est que cette chose que j'ai introduite et que je présente là? Il vaut mieux le préciser maintenant. C'est des réflexions préliminaires à la mise en place d'un projet de recherche. Donc, il ne s'agit pas d'une recherche aboutie, ni même d'une recherche véritablement en cours. C'est une exploration préliminaire d'un projet qu'on voudrait monter. Et dans l'hypothèse générale, je l'ai dit, mais vaut mieux repetita juvant, comment dire, l'histoire du sablier peut donner des indications intéressantes sur le développement d'une culture de la quantification des processus, notamment scientifiques et techniques, et sur la codification des pratiques, mais aussi, on le verra dans la présentation, sur les usages de cette quantification, les temps de travail, les temps de parole dans un tribunal, les temps de la peine, du châtiment, etc. Au stade actuel, on est juste, comment dire, en train d'explorer des chantiers de recherche possibles que je vais présenter par la suite, et on est en quête de sources. Et l'objectif serait la création d'un réseau de recherche collaboratif, idéalement international, ben, on est déjà assez internationaux, sur l'histoire du sablier. Donc un Suisse, un Italien qui travaille en Belgique et en Suisse. Dans le reste de la présentation, je vais juste me concentrer sur les 4 chantiers de recherche qu'on considère à l'état actuel comme étant centraux pour notre propos, dans les métiers, l'organisation de la production, les cultures de la précision et la circulation des produits et les usages. Donc je commence, mais c'est vraiment, comment dire, une liste de sources et de réflexions préliminaires, parfois un peu, comment dire, rapides ou superficielles même, mais pour comprendre un peu ce qu'on cherche, ce qu'on a en tête. Les métiers, bah, on commence du cas les mieux connus par rapport à l'histoire des sabliers, qui est celui de Nuremberg, sur lequel il y a des études de Lothar Hasselmeier assez récents. On sait que Nuremberg, bon, c'est un cas assez exceptionnel parce que c'est une ville où il y avait une corporation des Andermacher, des faiseurs de sabliers, et les règlements de cette corporation établie au milieu du XVIIe siècle permettent de comprendre l'organisation, les compétences qui étaient demandées pour exercer les métiers des faiseurs de sablier. Donc on a là un extrait de ces règlements où on décrit l'examen, enfin, pour être admis à la maîtrise. Et donc on dit, il y a 4 comment dire, travaux pratiques qu'il faut pouvoir faire pour devenir un faiseur de sablier. Première chose, un petit sablier avec du sable de plomb. Deuxième, un sablier à 4 verres, un sable blanc dont les premiers indiquent les quarts d'heure, les deuxièmes la demi-heure, les troisièmes les 3 quarts d'heure et les quatrièmes indiquent l'heure entière. Troisièmement, un horloge, un sablier toujours, des 3 heures également rempli de sable blanc. Et quatrième, une horloge de 2 verres dont l'un sert à écouler la demi-heure, l'autre l'heure entière. Et on s'est posé la question, s'il y a d'autres cas comme Nuremberg, on est plus ou moins sûr qu'il n'y ait pas, on n'a pas trouvé des traces d'autres corporations pareilles des faiseurs de sablier, mais l'hypothèse qu'on avance, qu'on a en tête, est qu'il pourrait s'agir d'un processus collaboratif, celui de réaliser des sabliers, les métiers, parce que, comme on le verra, il mobilise des expertises différentes, le travail du verre, du bois, les sables, etc., et qui pourrait, par exemple, être géré par des artisans commerçants, avec des sous-traitances, donc des gens qui pourraient sous-traiter la réalisation de certaines pièces à des praticiens ou praticiennes, et puis assembler et vendre les produits finis. La partie la plus intéressante, en tout cas développée pour l'instant, est celle qui concerne la production, les savoirs opératoires et les demi-produits qui composent un sablier. Et donc il y a plusieurs, comment dire, sous-chantiers. Les premiers, évidemment, les sables. On trouve plusieurs indications pour produire les sables, ou sur quel sable il faut utiliser pour des sabliers dans plusieurs contextes européens. Il faut d'abord remarquer qu'il peut s'agir du sable au sens propre, du sable marin, mais aussi d'autres matériaux réduits en forme de sable, donc des métaux, des coquilles d'œufs, enfin organiques et non organiques à la fois. Il y a par exemple des indications dans ces manuscrits qui est devenu assez connu grâce au Making a Knowing Project de Columbia, les recueils de recettes et secrets concernant l'art du mouleur conservé à la BNF, où on trouve une recette pour du sable destiné au sablier. Mais aussi, dans la littérature technique, encore au XVIIIe, on trouve des indications, par exemple, concernant ce qu'on appelle arena horaria. Et donc, je cite, donc l'arena horaria fait partie des sables les plus purs et peut donc être utilisé pour les sabliers, ce qui est aussi la raison de son nom. Donc, c'est un sable destiné à mesurer l'heure.
Voilà, donc, je mentionnais les travaux de Hasselmayer sur les sabliers. Il a travaillé, a fait un travail très intéressant pour identifier les lieux de provenance du sable à travers les archives, toujours pour les cas allemands. Et donc, on se propose des pistes pareilles de recherche, donc identification des lieux de provenance à travers l'analyse du sable. Et une autre piste qui pourrait, comment dire, fonctionner pour l'analyse du sable, c'est une analyse technique, minéralogique du sable en collaboration avec des restaurateurs et techniciens. Generico collabore déjà avec un restaurateur, mais évidemment, on voudrait étendre un peu ce réseau. J'ajoute juste par rapport au sable, d'autres exemples de lieux et périodes. On a parlé de Venise juste à l'instant avec Sven. Ben, il y a une source que je trouvais très intéressante qui date de 1839, donc un peu en dehors de ma période habituelle, mais donc, qui part d'une taxe sur les sables blancs fins. Et donc, on dit, suite à la plainte de certaines sociétés commerciales vénitiennes concernant le régime fiscal auquel est soumis les sables marins, on déclare que les sables fins et blancs collectés sur les rives de la mer ou du Nil et utilisés pour nettoyer les objets métalliques et remplir les sabliers doivent être assimilés aux sables employés en maçonnerie et taxés de manière identique. Donc, on parle encore des sables destinés à faire des sabliers à cette date tardive par rapport à notre période. Il y a ce qu'on appelait savoirs opératoires liés aussi au sable. Donc on voit ici, ça c'est une image qui concerne la corporation des faiseurs de sabliers de Nuremberg. Il y a des cribles, donc le sable est traité, il y a des opérations associées à la préparation du sable pour les sabliers, et on a donc à la fois des traces iconographiques et aussi matérielles, toujours pour le cas allemand, et voilà, c'est un autre aspect du travail du sable qui nous intéresse et qu'on voudra parcourir. Et bien évidemment, les diaphragmes, qui commencent un peu plus à rentrer dans la sphère de réflexion scientifique. Donc, jusqu'à une certaine époque, on le verra tout de suite, il y a deux ampoules de verre qui sont connectées, donc ce n'est pas une seule pièce. Et il y a un diaphragme qui est une lame de cuivre qui sépare les vaisseaux, comme on voit dans cette citation académique de 1735. Et évidemment, les travaux sur le diaphragme, sur l'ouverture du trou de ces diaphragmes qui doit laisser passer le sable d'une ampoule à l'autre, déterminent les temps d'écoulement du sable et donc aussi la précision du sablier, en quelque sorte. Je continue, c'est vraiment, comme vous voyez, une galerie de problématiques et d'objets de recherche. Les ampoulettes et la cage, évidemment. Bah, les ampoulettes, en quelque sorte, je me remets au jugement des experts d'histoire du verre ici, parce que je n'en suis pas un. Mais voilà, il y a plusieurs formes des sabliers qu'on peut voir, même toutes petites, et des techniques de production. Anthony Turner mentionne dans un article qui porte sur les sabliers qu'on passe du montage des deux ampoulettes à comment dire, une seule pièce vers le milieu du XVIIIe siècle. Et là, comment dire, il y a une innovation technique assez considérable. Et les réseaux de circulation, Generico, il mentionnait avoir trouvé des archives de la marine qui témoignent des commandes d'ampoulettes faites d'une certaine manière, la navigation étant l'un des sphères où les sabliers les plus utilisés jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, bah, on pourrait se demander quel est le rapport entre les usagers, ceux qui font des commandes, et puis les verriers et les lieux de production. Et finalement, la cage, qui est aussi, comment dire, on pourrait imaginer une partie négligeable, mais en fait très importante. Il y a plusieurs matériaux dont la cage peut être composée qui révèlent, comment dire, on a mis une histoire sociale des sabliers, mais qui peuvent révéler plusieurs destinations ou provenances des objets, plusieurs formes qui révèlent de plusieurs usages auxquels les sabliers pouvaient être destinés, des voyages donc plus stables, etc., pour tenir les temps de la prière ou du discours du prêtre à l'église, et puis les estampilles, donc des producteurs ou des destinataires du sablier particulièrement nobles ou qui peuvent signer ou, comme vous voyez dans l'image, peut-être pas très claire, témoigner de l'histoire d'une famille à travers l'objet. Donc les sables, la matérialité du sablier n'est pas la seule chose qui nous intéresse. Il y a aussi, disons, de mon côté d'histoire des sciences, un travail intéressant à faire sur les cultures de la précision. Donc on sait qu'il y a un travail savant sur la précision du sablier, au même moment qu'il y a un travail savant sur la précision des horloges mécaniques. Et il est intéressant de remarquer que la précision des sabliers n'est pas toujours considérée moindre que celle des horloges mécaniques. Alors, il y a quelques sources
que j'ai pu retracer. Par exemple, cette horloge à sable du comte Prosper présentée à l'Académie des sciences de Paris en 1727, où Prosper affirme que les sabliers est même plus précis qu'une horloge mécanique parce qu'on peut peser le temps. Alors que la montre, l'horloge mécanique, est sujette à des imprécisions ou des variations. Et il écrit en présentant son sablier à l'Académie, les services de cette machine ne doivent être confiés qu'à des personnes fort attentives. La poudre, les sables, doivent être pesés fort exactement, puisque c'est dans les poids que consiste la justesse de cette horloge. Il ne faut pas non plus oublier que la précision du sablier est un objet épistémique controversé. Il y a aussi plusieurs critiques à la précision du sablier et qui mettent en avant la précision des horloges mécaniques. Je ne vais pas lire la deuxième citation, mais pour raison des temps, mais voilà, juste pour montrer qu'il y a une dialectique et, comment dire, différentes vues contrastées sur les sujets. Quel rapport y a-t-il entre la recherche de précision qui est là et qu'on connaît bien dans les cas des montres et des horloges mécaniques et dans les sabliers? Il y a deux cas, les premiers assez bien connus, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Les sabliers marins, donc nécessaires à mesurer les temps et la vitesse de navigation. Les travaux à faire pour nous, mais en partie il a déjà été fait, et sur les archives techniques de la marine pour voir comment on met en place, ou comment on utilise les sabliers marins dans les pratiques effectives de navigation. Mais il y a un autre cas sur lequel je voudrais attirer votre attention, que j'ai étudié récemment dans un article qui vient de paraître, sur la mesure du pouls en médecine. Donc, j'en ai recours aussi à travailler sur ces cas spécifiques. C'est le cas d'un médecin anglais, John Floyer, qui est l'un des premiers à introduire l'usage systématique de la montre mécanique dans la pratique de mesurer le pouls. Et il fait réaliser une montre mécanique à cet usage par un horloger très connu anglais, Samuel Watson. Et en fait, dans ces traités de Physician Pulse Watch 1770 en 2 volumes, qui présentent cette pratique comme comment dire, la composante centrale pour une nouvelle médecine, Floyer, dans la préface, affirme que sa montre mécanique est encore à perfectionner, donc does run unequally, et donc que Floyer la règle sur la base en réalité 2 sabliers qu'il a chez lui. Il dit donc my minute glass, et il dit que I thereby regulate it and add 5 or 6 to the numbers told by the watch. Donc les sabliers, comment dire, dans les jeux entre montre mécanique et sablier, les sabliers est les termes de comparaison plus précis que la montre mécanique. Évidemment, la relation est encore une fois complexe et pas univoque. Bon, ça, c'est un point que je trouve assez intéressant. Pour finir, je pense que je suis dans les temps, j'espère, juste les circuits commerciaux et usages. C'est peut-être les dossiers sur lesquels on a le moins de clues. Donc là, encore une fois, on est très ouvert à avoir toute suggestion et indication. En ce qui concerne les usages plus particulièrement, on s'est, comment dire, limité pour l'instant concentré sur l'iconographie qui présente, qui nous semble un bon point de départ pour commencer à s'interroger sur les usages. Dans les sources écrites, comme je le disais, les sabliers apparaissent à intermittence et c'est compliqué d'en faire une histoire, comment dire, cohérente et continue. Dans l'iconographie, bien entendu, les sabliers sont souvent utilisés comme un symbole du passage du temps, de la mort, memento mori, etc. Mais il y a plusieurs attestations qui nous semblent, comment dire, témoigner, pardon pour la, d'un usage effectif du sablier dans certaines pratiques. Et j'ai conclu là-dessus, je fais juste une galerie très vite de quelques images qui nous semblent intéressantes dans ces sens. À l'école, donc on voit cette peinture conservée à Édimbourg à la Scottish National Gallery de Jan Steen, qui d'ailleurs est aussi un peintre qui a fait plusieurs visites médicales d'uroscopie et de montres utilisées. Mais voilà, il y a un sablier qui est là pour tenir les temps. Ici, pas loin d'ici, au Louvre, dans ces magnifiques tableaux de Veronese, les Nozze di Cana, il y a un sablier qui a un peu les sons de symétrie du tableau au milieu des musiciens qui font de la musique. L'alchimiste, il y a toujours comment dire, des significations symboliques. Et là, dans ces tableaux, ça nous paraissait l'une des plus proches des pratiques, vu aussi le contexte, que juste un memento mori. Mais voilà, il y a plusieurs représentations des chimistes et d'alchimistes avec des sabliers. Et pour finir, dans la cuisine, Bartolomeo Scappi, dans la description d'objets de cuisine, il met orologio avec un sablier.
Et puis finalement, Peter Bruegel, un cabinet d'un avocat, il y a un petit sablier qui ressort de là et qui nous semble renvoyer toutes ces sphères légales de l'usage du sablier au tribunal, et au temps des paroles, etc. Et je pense que j'ai fini. Voilà. Je vous remercie. Merci Marco pour cette contribution bien pesée. Et merci à Gian Enrico qui nous écoute, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur les sabliers et leur étude? Jean-François. Non, c'est super intéressant, surtout l'aspect de la codification des pratiques, le savoir opératoire, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. Non, c'est juste une question au sujet de la corporation des Nuremberg de 1656. C'est quand même tard, 1656, pour avoir une corporation pour les sabliers. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi ça arrive si tard? Donc, tu dis en effet que c'est la seule que vous avez trouvée, mais c'est quand même tard comparativement à d'autres corporations qui existent pour d'autres types d'instruments scientifiques ou pour d'autres types de matérialité. Est-ce qu'il y a des... Je ne saurais pas donner une réponse juste pourquoi, mais c'est une bonne suggestion en tout cas de s'interroger sur la temporalité de cette corporation. Et le fait qu'il n'est pas ailleurs, c'est quand même un signe de quelque chose. Enfin, je ne sais pas si c'est un signe de quelque chose, mais peut-être que l'idée du métier, parce que les sabliers existent pas depuis toujours, la clepsydre existe depuis toujours, les sabliers est un instrument relativement moderne, mais je ne sais pas s'il y a une raison spécifique pour laquelle... Qui les fabriquait alors? Parce que on voit bien qu'il y a des métaux, il y a du verre, il y a du bois, donc en général, les corporations sont assez restrictives dans le sens qu'il faut vraiment que tu ailles chercher des matériaux dans différentes corporations, différentes guildes. Et donc, eux ont réussi à faire ça, donc de pouvoir créer leur propre corporation, donc ça veut dire qu'ils peuvent utiliser et peuvent façonner diverses matières. Mais alors nous, on a avancé l'hypothèse, mais c'est juste une hypothèse qu'il y ait une collaboration, peut-être un rôle des artisans commerçants dans ces processus, donc des sous-traitances du travail d'ouvert ou d'autres parties d'assemblage, mais ce n'est pas quelque chose de rare dans les panoramas des instruments de mesure du temps non mécanique. Les cadrans solaires, par exemple, ce n'est pas très clair qu'il est fait, en tout cas à Paris à l'époque moderne. Il y a parfois des artisans du métaux qui font des cadrans solaires ou bien des tailleurs de pierre qui font des cadrans solaires, mais ce n'est pas tout à fait clair. Quelqu'un y met l'expertise, comment dire, pour l'installation, pour la... Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse univoque et surtout, comment dire, supranationale, si la même réponse fonctionne pour l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. À la fois pour les sabliers, pour les cadrans solaires ou d'autres instruments qui sont à la fois très simples, très immédiats, mais complexes d'un certain point de vue épistémique. Mais je ne sais pas si quelqu'un aussi dans la salle, voilà. Je ne suis pas un expert, comment dire. Probablement une question de commercialisation aussi, hein, la date de cette Sand-Uhrmacher corporation. S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, je propose qu'on... Ah oui. Just a remark from inside, within the story of the mechanical clock server. You know, perhaps that Galileo applied the pendulum to the clock not for increasing the possibility to measure time for the day and so on, but just for time intervals, to better determine time intervals. So that is in relationship with what we say. And the pendulum is probably the missing link most of the times between the mechanical clock and the hourglass. I mean, how do you to set an hourglass on an hour or 30 seconds? I mean, you probably use a pendulum. So, well, thank you very much. Merci. Je propose qu'on continue. Alors, tu peux rester ici et c'est Ernst Seidel qui va nous rejoindre là. Ah oui, c'est la caméra qui commande, oui. Alors, je peux l'introduire déjà. Ernst Seidel est depuis 2008 le directeur du musée
de l'université de Tübingen. Mais je voudrais dire quelques mots sur ta carrière antérieure. Et c'est-à-dire que avec une thèse en 1994 sur la Grande Arche de la Défense. Mais, parce qu'on est à Paris, et il faut dire ces choses-là. Alors c'est sa vie d'avant, comme on voit. Donc la Grande Arche de la Défense, 94, c'est assez tôt pour le faire, hein, dans un collège doctoral qui s'appelait Politische Iconographie. Et donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un grand moment de l'histoire de l'art en Allemagne, qui est ce moment des années 90 à Hambourg, dans la reprise de la maison d'Abbey Warburg, et puis de l'héritage intellectuel d'une histoire de l'art à la fois sociale, engagée, plus théorique, donc et contemporaine, pour les enjeux contemporains. C'était ça, l'Arche de la Défense. Donc un livre publié en 98, La Grande Arche in Paris, Form, Macht, Sinn. Et puis Ernst a continué dans il est un historien de l'architecture d'abord, avec une habilitation en 2004, Achse als Zeichen, ein urbaner Raumtypus und seine Bedeutung als Gedächtnisform. Ce qui veut dire que de l'Arche de la Défense, il y a un axe qui va jusqu'à la pyramide du Louvre. Donc la signification de l'axe urbain comme forme mémorielle. Donc je le dis quand même parce qu'on est tout à fait dans le sujet et dans le lieu. Voilà, donc un autre livre en 2013, en allemand comme le titre ne le dit pas, ça s'appelle La Défense, métro, boulot, dodo. Ensuite, mais il y a sûrement des liens quand même dans cette manière d'avoir fait de l'histoire de l'art pour ensuite penser les collections universitaires. Donc, à Tübingen toujours, où il avait fait son habilitation, devenant responsable du musée de l'université et des objets. Alors là, c'est l'histoire qu'il va raconter lui-même aussi, et donc je reste court là-dessus. Je dis seulement qu'à partir de cette expérience, en 2012, il a été membre fondateur de la Gesellschaft für Universitätssammlungen, c'est-à-dire la Société pour les collections universitaires. Donc là, c'est au niveau fédéral, et je crois que j'exagère presque pas si je dis que Ernst est l'inventeur ou un des principaux inventeurs du sujet des collections universitaires en Allemagne, ou sinon du sujet, de la manière de s'emparer du sujet et de que faire avec ces collections. En ce sens, il est depuis 2015 à Tübingen toujours également professeur de muséologie à l'Institut d'histoire de l'art. Depuis 2016-17, il y a un master qui s'appelle Musée et collection à Tübingen, et c'est lié à ses expériences autour du musée. Le reste, il le dira lui-même. Je dis seulement deux choses. On ne le dit pas d'habitude, mais ce sont les postes qu'il a refusés. Et parce que ça donne la mesure de ce qui se passe à Tübingen, en fait. Hein. Et donc, c'est le poste de directeur des collections et de la recherche au Deutsches Historisches Museum de Berlin. Et puis, c'est le poste de directeur du Senckenberg Naturkundemuseum, qui est le musée d'histoire naturelle de Francfort, avec tous les dinosaures, etc. Donc, non, plutôt Tübingen, parce qu'en fait, c'est plus intéressant, et on y va tout de suite. Merci. Merci Philippe pour l'introduction, et merci pour l'invitation, même si c'était en très très court terme. Oui. Il y a 2 jours. Merci pour ça. Merci pour ça. Quelque chose sur le musée de l'université de Tübingen. Je vais essayer de parler en français. Si ça ne marche pas, je vais changer la langue en allemand, et vous pouvez lire les noms clés sur la présentation. Alors, merci bien. Et pour la discussion, on peut traduire. Peut-être. Oui. Je vais présenter, comme j'ai dit, les collections de l'université. Le MUT, c'est le musée de l'université de Tübingen, the Museum of the University of Tübingen, das Museum der Universität. Ça fonctionne dans toutes les langues. Et vous savez que ça marche aussi en traduction, car Mut, ça veut dire courage en français, courage in English. C'est la raison pourquoi j'ai commencé de travailler 16 ans avant
sur les collections dans cette petite ville et dans cette université, vieille université. Je vais vous d'abord présenter l'importance, que vous savez tout, l'importance des collections universitaires. Et cette importance, on a découvert il y a 15 ans, 20 ans en Allemagne, encore une fois. D'abord, c'était des choses dans les celliers, n'importe où, dans les couloirs. Et maintenant, on sait mieux sur la rélevance des collections scientifiques aux universités. Et puis, l'histoire et les défis du MOOC. Et puis, je vous présente quelques projets et exemples. Oh, c'est petit. Je vais faire un petit plus court. Vous connaissez les importances des collections. C'est une source de recherche. Les collections supportent les courses. Ce qui est très important, c'est, comment dire, de l'observation des valeurs des collections du site politique, des ministères. C'est nouveau, un petit peu, je pense, chez nous. Et ça dépend aussi de l'argent qu'on gagne des ministères, par exemple. Ce sont quelques mots-clés. OK. Le MOOC existe depuis 2006 seulement. C'est créé avec une petite exposition qui s'appelait 38 choses. C'était des trucs de toutes les collections, de toutes les situations de l'université. On a remarqué qu'il y a plus de collections que seulement les collections artistiques, des collections de l'art, des collections des archéologiques et des choses comme ça. Et on a créé une seule position. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais seul avec un étudiant et une étudiante. Et maintenant, nous avons 32 personnes qui travaillent au centre de MOOC. C'était un grand travail pour de créer cette institution. Tu as raconté, Philippe, les deux Rufe à Berlin ou à Francfort, ça a amélioré la situation extrêmement à l'université de Tübingen aussi. Parce que c'est une manière de négocier, Oui, évidemment. merci. Et de construire l'institution à Tübingen. Là, je vous montre la première exposition. C'est un armoire dans le mur avec petit armoire. Et c'est un symbole pour le MOOC. C'est une grande institution avec beaucoup de collections dans l'université. Aujourd'hui, c'est une grande organisation avec plus de 70 collections. Je peux vous raconter pourquoi nous avons aussi beaucoup de collections. C'est pas difficile à éclairer. Nous avons à peu près des collections qui sont très grandes et très importantes. Par exemple, la numismatique islamique, c'est la deuxième collection après celle de Qatar. C'est parce que nous avons des personnes qui, en Amérique, en Arabie, de l'Arabie, qui donnent des coins et des monnaies et des méthodes, les sources de les explorer. Et les moyens de les étudier. Exactement. Et nous avons un trésor qui est immense, grand, et c'est pourquoi je dis toujours au ministère, nous avons des collections qui sont plus grandes que les collections des grands musées du Land Baden-Württemberg, par exemple. Et on comprend pas que la situation est une
complètement une autre situation que dans les musées normaux, grand autre musée. Ici, c'est un truc très important pour nous, c'est un mascottchen. C'est un petit cheval de l'ivoire de mammouth qui a à peu près 40 000 ans. Par exemple, une autre chose, c'est le seul télescope qui était 2 fois en espace et revenu sans dommage. Sans dommage. Le seul télescope qui est dans un garage près de l'Institut de l'astrophysique, par exemple. Comment est-ce que... C'est ça. L'autre chose, c'est la chambre de sacrifice de Gizeh, par exemple. Je dis toujours, quand je fais un guide, la prochaine, c'est au Louvre, mais c'est pas si beau que la nôtre. Excusez-moi. Je crois que les collègues égyptologues ne sont pas là. Ok. Et ce peinture, c'est un immense, une lune qui a 2,20 m à 2,20 m. On l'a trouvée sur le toit d'un bâtiment de l'université encore. Dans un grenier. Comment? Dans un grenier. Dans un grenier, oui. Et ça, c'est un petit photo avec le plus beau expériment de la physique, c'est la interférence électronique de la double fente. C'est Klaus Jönsson là, peut-être Dominique, vous le savez, cet expériment. Alors, nous avons des défis, grands défis, c'est l'extrême hétérogénéité des collections. Qu'est-ce que je peux faire comme dilettant universel? C'est trop différent, de l'astrophysique à la médecin des dents, par exemple. Et il y a des intérêts très différents dans les institutions. Il y a des collègues qui ne s'intéressent pas du tout de la collection et il y a des collègues qui travaillent que avec les collections. Alors, ils ont la compétence de travailler avec cet objet et l'autre disent ça ne m'intéresse pas. L'inventarisation est un grand problème. C'est parce qu'on a des Sammlungsdatenbanken. Des bases de données de collection. Merci. Très différents et de créer une Sammlungsdatenbank qui englobe tout, c'est très difficile. La dépôt-situation est un problème. Nous n'avons pas des salles optimales pour faire des expositions, même si on a le château de Hohen-Tübingen, mais il y a des archéologiques qui sont dans les salles. Et il y a des problèmes de compétences, c'est normal. Les collections, l'histoire des collections est dans les institutions. Et quand je viens et je dis, qu'est-ce qu'on fait avec votre collection? Ils disent, qu'est-ce que tu veux de moi? Qui es-tu? C'est le problème. Alors, il faut beaucoup de diplomatie pour travailler pour un but. Alors, je vous montre quelques projets et exemples que nous avons fait les années dernières. Nous avons des grandes expositions, ce sont des thèmes de l'année. Ils montrent un thème interdisciplinaire, par exemple. Je montre quelque chose. Nous avons des expositions thématiques. Ce sont des plus petites expositions avec des instituts.
par exemple, ma collègue Madeleine Böhme a découvert le Udo. Ce sont des paléo. Oh, c'est trop difficile pour moi. Je pense que ce sont des os du premier Menschenaffe qui marche debout. Peut-être vous avez compris. Premiers anthropoïdes Oui, merci. qui marchent Ok. en position debout, donc les os de certains des premiers. Ok. Et nous faisons des séminaires pratiques avec les étudiants. Les étudiants sont très heureux que nous avons un cours de master parce que quelquefois c'est un peu ennuyant de faire que les conférences et que les travaux de texte. Dans les séminaires pratiques, ils peuvent faire une exposition, ils peuvent publier un petit article dans le catalogue, ils peuvent faire des mesures de publicité, par exemple, des actions pour l'exposition. Ici, c'est un peu mammouth, c'est la traduction. Tu n'as pas trouvé ça, non? Alors, Ah oui, j'ai compris. Oui, oui. ah, ok, Un traducteur automatique qui a oui, compris oui. Mood. Et nous avons 3 séries de publications. Courage. C'est du Schriftenreihe. J'ai pris un livre aujourd'hui à Philippe qui a été imprimé la semaine dernière sur tous les artworks of the University of Tübingen. Nous avons une série des artistes invités. Chaque année, on invite des artistes, par exemple de l'Oman, de Géorgie, de Japon, et on fait des expositions et des publications avec eux. Et les étudiants sont toujours part de ce projet. Et nous avons aussi une petite série de petites monographies sur des objets Des objets singuliers. singuliers, oui. Exactement. Alors, quelques exemples des thèmes annuels: connaissance du corps, le ciel, comment le beau crée le savoir. L'université sous le nazisme, par exemple, c'était très, très important pour nous. Les machines de Leonardo, c'était quand Leonardo, en 1519, je pense, c'était 500 ans de mort de Leonardo da Vinci, par exemple. Ce sont des expositions disciplinaires, des exemples, par exemple, les pierres peintes. Nous avons un très important institut de préhistoire à Tübingen. Les lieux de culte de l'égyptologie et une exposition de faux archéologiques. Ça, c'était un projet de sauver la collection de la psychologie. On l'a fait avec les étudiants, on a fait des inventaires, nous avons fait une exposition, une publication et un dépôt. Nous avons créé un dépôt avec les étudiants. C'était très, très intéressant pour eux. Et ça, c'était un projet du ministère des Sciences de Bade-Württemberg. Nous voulions sauver trois collections. Une collection des titres des revues, des instruments scientifiques et des moulages de médecins, par exemple. Ça, c'était le premier projet. On fait toujours des gros... Des affiches.
affiches, oui, qui ont l'impression du projet. Puis le deuxième projet, c'est Strandgut, Confer, épave de la science. C'était très intéressant aussi pour les étudiants de rechercher dans les institutions et d'aller au cellier et rechercher qu'est-ce qu'il y a. C'était très intéressant. Et l'autre projet, c'était le projet sur les moulages, on dit ça aussi en français, du moulage des maladies exotiques. Nous avons une grande collection de moulages exotiques, des maladies qui n'existent plus, quelquefois. Ça, c'est un autre projet de sauver la collection des modèles de mathématiques, par exemple. Aussi fait toujours avec des étudiants. C'est parce que c'est très important de travailler sur les core tâches of the university, science and education. This is very, very important to do it with students. C'est où? C'est où? Ah non! C'est tout. C'est quoi ça? On a. Ok. Est-ce que vous pouviez. Ah! Ok, merci. Mais c'est fini déjà, je pense. Et je m'excuse. Ça, c'était la dernière grande exposition l'année dernière sur Troja. Nous avons Fantastic Objects of Heinrich Schliemann, aussi in Tübingen. And there have been always scientists from Tübingen who dug out in Troja, who made the excavations, and that's why we could make a great exposition, for example. So Pardon? Projet, alors, le MUT, c'est un projet win-win-win. On sauve les collections, on travaille pour l'université, pour l'image, pour le profil de l'université, on gagne de l'argent, des Drittmittel par exemple, et on rend les collections accessibles et on fait de la publicité pour l'université. Ça, c'est tout. Et m'excuse de mon horrible français. C'était parfait. Non, non, non. C'était parfait, merci beaucoup. Et je crois très, très important que tu puisses présenter ce travail ici. On reparlera du sujet cet après-midi avec Dominique Bernard pour Rennes, avec Martha Lorenzo aussi. Parce que je pense que le sujet et la problématique est générale, c'est facile nulle part, mais c'est là qu'il y a un partage d'expérience qui est important. J'en profite pour saluer nos collègues du Collège de France qui sont ici. C'est vous là-bas. Si vous voulez vous montrer pour les discussions, peut-être que c'est bien. Bonjour, bonjour. Le Collège de France partage. Alors, c'est une toute autre institution, évidemment, que l'Université de Tübingen ou d'autres choses encore, mais vous avez aussi le phénomène d'avoir des collections liées à des disciplines qui sont importantes, en fait. Voilà. Alors, on a signé une convention de collaboration entre le Musée du Louvre et le Collège de France très récemment, qui implique aussi des partages pour des expositions et des objets sur la Mésopotamie, etc. Peut-être voilà. Je peux raconter pourquoi il y a tant de collections à Tübingen. C'est parce qu'on se demande pourquoi ce n'est pas à Munich ou à Stuttgart ou à Berlin. Mais dans une petite ville de Tübingen, c'est une des raisons. Tübingen est très petit et il n'y avait pas de
Kriegsschäden? Il n'y a pas eu de dégâts à cause de la guerre, Oui, parce que c'était pas une très petite, important, oui, cette Oui. petite ville. parce que c'était une L'université petite ville. est vieille, créée en 1477. Nous avons la plus vieille faculté des sciences naturelles en Allemagne, par exemple. C'est-à-dire, on a créé des instituts qui ont créé des collections. C'est diversifié. Nous avons une des plus grandes facultés de médecins, à peu près des 17 cliniques spécialisées qui ont des collections. Mais c'est une demande de définition. Vous avez une collection? Non, non, non. Nous n'avons pas. Jamais. C'est un problème de perspective. Et c'est pourquoi on a créé cette bouclette en dehors. Il faut fixer qu'il y a une collection. Si on demande des chefs des cliniques, ils disent non, il n'y a pas de. Seulement des objets qui traînent. Une autre raison, c'est qu'on a beaucoup des instituts de paléosciences et archéosciences, et archéologiques et archéobotaniques et paléo-tralala, je sais quoi. Il y a tant de collections. Okay. Question? Dominique Bernard. Félicitations pour votre rapport. C'est super travail. Je suis un peu frustré. Vous n'avez rien dit sur les instruments scientifiques. Qu'est-ce qu'il y a Oui, c'est un problème. Je me demande, qu'est-ce qu'un objet scientifique? Ça dépend de notre... Ça dépend pas de l'objet, ça dépend de notre perspective aujourd'hui. Vous parlez des instruments scientifiques, c'est autre chose. C'est une définition comme ça. Et l'objet scientifique, c'est une plus grande définition. Et faire des objets, de toutes les sortes des objets scientifiques, c'est de créer une structure de science, une structure de pédagogique, et des choses comme ça. Ça, pour moi, ce sont des objets scientifiques, pas seulement des instruments. Strandkorb, par exemple, qu'est-ce qu'il y a avec les moulages, par exemple? C'est difficile de faire des frontières entre les définitions, je pense. Oui, allez-y. Merci de votre présentation, vraiment très intéressant. J'ai deux demandes très brèves. En ce qui concerne le projet que vous avez mentionné de la base de données, parce que normalement, on a, par exemple, à l'Université de Bologne, on face la difficulté de créer une base de données et de l'autre côté, d'avoir des catalogues scientifiques qui sont approuvés par l'État. Alors, si on veut cataloguer des objets archéologiques, là, il y a des standards pour l'objet archéologique. Oui. Alors, la base de données, du moment que la base de la base de données, vraiment, c'est pas si solide, pas comme un livre. Oui. Il s'agit de logiciels informatiques. Je me demande comment vous avez résolu ces problèmes, quelle est l'approche que vous avez adoptée, parce que ça, c'est vraiment très intéressant. Oui. De proposer un inventaire, en tout cas, une base de données de la collection universitaire. Ça, c'est très intéressant. Oui, oui. J'espère que j'ai bien compris, mais c'est une très importante question. On travaille toujours avec les sciences, les départements, toujours. Mais à l'autre côté, c'est notre but de communiquer avec le public. Alors, on fait toujours cette grand écart. Et c'est pas simple, toujours, de parler avec les collègues dans les institutions.
dans les instituts et de parler avec la presse et des choses comme ça, ou avec les écoles et des choses comme ça. Et la deuxième question, vous avez parlé de la campagne photographique. Alors là, vous faites les photos des objets, mais ces photos sont mises en ligne, aussi même comme la base de données, c'est-à-dire qui rendent accessible au public la collection. Oui. Ils sont déjà disponibles. Pas tous, mais seulement dans la paléontologie, nous avons à peu près 2 millions d'objets. Alors, on travaille, oui. Alors, oui, cherchez. Avec l'image. Oui. Mais l'image, je pense que l'image n'est pas grand assez pour le publier dans un livre. Mais ça ne coûte rien de nous demander et de prendre les images. OK. Oui. Peut-être un mot avant d'aller déjeuner sur les notions objet-instrument, pour préciser, parce qu'on s'est mis d'accord sur objet scientifique, donc dans la préparation de ce colloque. L'objet, alors j'explique des choses que j'explique souvent, parce que j'ai travaillé avec Suzanne aussi à Munich sur la notion d'objet en histoire de l'art. L'objet est étymologiquement ce qui affecte les sens, c'est le sens scolastique. Et puis bien plus tard, au XVIIIe siècle, l'objet prend un sens matériel, la chose que je peux manipuler. Mais ce qui affecte les sens, donc, c'est pas ce avec quoi je fais quelque chose. Et là, on est du côté de l'instrument. Mais à partir du moment où on est plutôt dans la vitrine du musée, où l'objet a perdu son usage, où il est plutôt dans le placard. S'il est dans le placard, il n'affecte pas les sens. Mais si on l'en sort et qu'on l'examine, là, il affecte les sens. Et donc, comme on était dans notre question entre histoire des sciences et musée, comment étudier et exposer, c'est pour ça qu'on a été plutôt du côté des objets, mais les objets, on ne s'en sert pas. Enfin, c'est plus compliqué, mais voilà. Et aussi, c'est l'idée que potentiellement peut être un objet de science, toutes sortes d'objets, y compris les échantillons botaniques avec lesquels je ne fais pas quelque chose à part les observer. Donc la catégorie, elle est plus large à la fois dans la nature des objets concernés et dans les temporalités ou dans les étapes de différentes fonctions de l'usage au travail historique, en fait. Voilà, donc c'est pour ça objet-instrument. Ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, on s'est rencontrés, entre autres, sur la notion de Objektwissenschaft, qui est un mot qui a été, alors science des objets, hein, qui a été créé dans ce contexte d'histoire des sciences, oui. C'est bien celui-là. Et puis que moi, j'ai récupéré pour en faire quelque chose en histoire de l'art, spécifiquement, à côté de Bildwissenschaft, qui est le travail sur les images, donc Visual Studies, Object Studies, on peut faire ça. Et donc, il s'agit de développer des méthodes et des théories qui puissent nous permettre d'étudier toutes sortes d'objets. Et du point de vue de l'histoire de l'art, j'ai préféré ça, ce qui affecte les sens, à la notion de chose, qui est une pensée plus abstraite, une manière abstraite de parler des choses concrètes, chose ou ding ou thing. Voilà. Alors que l'objet, on vient avec l'approche sensible, et il me semble que c'est ça qu'on fait alors en histoire de l'art, mais au musée aussi, et puis disons en histoire, quand on va examiner les objets, c'est pas pour les penser abstraitement. Donc voilà pourquoi objet scientifique, mais au-delà de cette précision théorique, disons, évidemment, on a toutes sortes d'objets, et ça veut dire un peu tout et rien. Et c'est pour ça que c'est intéressant, et qu'à partir de cette problématique d'histoire des sciences, on peut penser les objets de musée de manière plus générale, et c'est l'enjeu de notre projet franco-canadien.